Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Aujourd'hui, notre Presse Club s'intéressera à 4 sujets majeurs, sinon 5, de l'actualité, notamment les attentats de Paris, le présumé appel Soro-Guillaume Djibril Bassolé, l'arrestation de l'ex-président de l'Assemblée nationale au Niger, M. Hama Amadou, les législatives 2016 en Côte d'Ivoire. On va se projeter évidemment et on terminera, si le temps nous le permet, sur le parti unifié attendu par le RHDP. On en parle dans cette émission avec des invités. Monsieur Jean-Marie Kouassi Aoussou, secrétaire général de la rédaction de La Terre. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas de nous faire l'amitié de nous rendre visite et de participer à ce Presse Club. En face de vous, monsieur Guillaume Bateau, vous êtes journaliste politique au quotidien Notre Voix. Bonsoir monsieur Bateau. Bonsoir. Merci d'être là. Et monsieur Dan Opeli, vous êtes le directeur de publication du quotidien d'Abidjan. Bonsoir. Et pour terminer, monsieur Eddy Péé, directeur de publication du quotidien Le Nouveau Réveil. Bonsoir monsieur Péé. Et bienvenue. La France, attaque terroriste, la France toujours sous le choc. Il faut le savoir, le vendredi 13 novembre dernier, ce sont au total 7 endroits, dont le Bataclan, le Stade de France, qui ont été touchés par les attaques terroristes. Cet acte revendiqué par le groupe État islamique Daesh a fait à ce jour près de 130 morts et plus de 350 blessés, dont certains dans un état critique. Voilà, et à cette occasion, évidemment, le président de la République française, M. François Hollande, a décrété l'état d'urgence, les assignations à résidence et plusieurs perquisitions. Et d'ailleurs, nous allons écouter, avant d'en débattre avec nos invités sur ce plateau, M. François Hollande. Nous le savons. Et c'est cruel que de le dire. Ce sont des Français qui ont tué vendredi d'autres Français. Il y a, vivant sur notre sol, des individus qui, de la délinquance, passent à la radicalisation, puis à la criminalité terroriste. J'ai réuni le Conseil des ministres. J'ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières. Et j'ai proclamé l'état d'urgence, sur proposition du Premier ministre. Il est désormais effectif sur tout le territoire. Et j'ai élargi la possibilité de procéder à des perquisitions administratives dans tous les départements métropolitains. Il y a eu cette nuit plus de 104 assignations à résidence et 168 perquisitions. Et il y en aura d'autres. Alors, M. Eddy Péé, évidemment, votre réaction sur ces attaques terroristes de Paris? Ma première réaction, c'est une réaction de compassion à l'endroit du peuple français. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes et je présente mes condoléances aux parents de toutes ces victimes. Au-delà de cette réaction, je voudrais faire remarquer que le terrorisme vient de démontrer qu'il ne s'adresse pas à un seul groupe, il ne s'adresse pas à une seule nation. Toutes les nations du monde sont menacées. C'est pour ça qu'il faut, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou même en Amérique, que les dirigeants, les décideurs, ceux qui ont en charge la sécurité des populations, se mettent d'accord pour arrêter une stratégie commune et afin de bouter hors de nos territoires les terroristes. Est-ce que c'est facile? C'est un autre débat. Mais toujours est-il que l'heure est plus que jamais au moment de s'armer pour aller contre ce terroriste. Alors la France qui est quand même pour la 2e fois victime d'attaques terroristes, on se rappelle justement Charlie Hebdo en janvier dernier, et cette fois-ci évidemment cette attaque de Daesh. Alors le terrorisme, on le sait, c'est mener une guerre asymétrique contre une armée sans visage, mais on est autant surpris quand le constat est fait par le président Hollande lui-même que c'est des Français qui attaquent la France. Oui, mais la menace était là depuis très longtemps. La menace était là depuis très longtemps. N'oublions pas que juste 2 à 3 jours avant cela, un attentat a été déjoué à la base navale de Toulon, où le porte-avions Charles de Gaulle est en rade. Donc c'est pour vous dire que la menace est là tous les jours.
N'oublions pas aussi le Thalys, le trait où il a fallu avoir l'attaque. Et c'est le même auteur. Pour dire quoi? Que les djihadistes qui sont partis, à chaque fois que les rafales français vont bombarder... Mais il parle justement de quelque chose de pertinent. Les Français, ce sont des Français qui ont attaqué la France, finalement. Oui, mais c'est ces Français qui connaissent mieux le territoire français, qui connaissent mieux les réalités françaises, qui savent que ce vendredi-là, au Bataclan, il y aurait du monde. Qui savent que ce jour-là, au Stade de France, il y aurait du monde. Vous envoyez un Turc, il ne le saurait pas. Donc, il n'y a que ceux qui sont partis de leur pays qui peuvent porter le glaive là où ça fait mal. Et malheureusement, c'est cela, c'est ces jeunes de banlieue, je n'ai pas stigmatisé les banlieues, mais c'est ces jeunes Français de banlieue qui aujourd'hui ont porté le glaive au sein de la mère patrie. Fort malheureusement avec 129 victimes. Guillaume Bateau, comment on peut expliquer évidemment que des Français qui vivent en France, la nation de la liberté, la batterie de la Tour Eiffel et autres, puissent se faire attaquer comme ça de front par ses propres enfants? Non, c'est la preuve de la fracture qui existe aujourd'hui au sein de la population française, de façon générale dans la plupart de nos pays. Tout à l'heure, Eddy disait que le terrorisme ne frappe pas seulement en Europe ou en Afrique. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, qui est l'objet d'attaques récurrentes et aussi meurtrières de Boko Haram depuis longtemps, ce sont des Nigériens. Quand vous prenez d'autres régions, au Pakistan, en Irak, partout où il y a des terroristes, ce sont des nationaux. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que la France découvre cette situation, cette réalité, mais je dis, cela traduit aussi les fractures internes dans les pays. On voit bien, c'est vrai que ces jeunes ont la nationalité française, mais on voit bien que ce sont des jeunes issus de l'immigration. Hein? Tout à l'heure, il y a quelques moments avant qu'on vienne sur ce plateau, le cerveau présumé, on a dit qu'il est d'origine marocaine. Elmid Abaoud est d'origine marocaine. Et quand vous voyez la liste, donc il y a cette fracture malheureusement que traverse la société française. Et cela appelle à d'autres solutions. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la solution militaire, est-ce qu'elle elle est efficace? On se rend bien compte, non. Toute la communauté internationale se bat contre Al-Qaïda, ensuite il y a aujourd'hui Daesh. Tous ces groupes-là, la solution militaire, est-ce qu'elle est la plus adaptée? Monsieur Dan Opeli, alors, faut-il accuser les migrants, puisqu'ils ont été au cœur justement de cette actualité concernant les attaques terroristes de Paris? Ce qu'il faut accuser, c'est la faillite de l'intelligence humaine. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là, la faillite de l'intelligence humaine? De plus en plus, le monde devient violent. De plus en plus, les hommes ont recours à la violence. Et ce qui fait que partout où on se trouve, on est victime de la violence. Les immigrés, ils ont fui la violence chez eux. Donc, ils ne peuvent pas délibérément encore aller ailleurs pour perpétrer la violence. Ce qui se passe, c'est des gens qui sont solidaires des djihadistes, qui sont hors de la France. Partout où on est, on a toujours des sympathisants, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais. Donc, en France, il y a des sympathisants du djihadisme. Et ce sont ces sympathisants-là qui ont perpétré ces actes. Alors, ce qui est extraordinaire, justement, monsieur Guillaume Bateau, c'est notamment la réaction dans le monde. Hein, et notamment, on va analyser la réaction des pays africains, notamment celle du Bénin qui a décrété un jour de deuil national, la Côte d'Ivoire où le gouvernement, pratiquement dans son ensemble, est allé présenter ses condoléances à l'ambassadeur de France et les députés ivoiriens ont quand même marché en faveur justement de ces attaques terroristes. Et on s'étonne que quand il y a des attaques de Boko Haram au Nigeria, où récemment il y a eu 47 morts, au Niger, au Tchad, sans oublier au Kenya, au Cameroun, les réactions des pays africains semblent être des réactions muettes. Oui, avant de répondre à votre question précise sur les réactions, je voulais dire un mot de qui faut-il accuser? Je crois qu'il faut que les choses... Qui faut-il accuser justement? Oui, il faut dire les choses clairement. C'est la politique internationale des puissances occidentales qu'il faut accuser. Aujourd'hui, Daesh est né comment? Daesh est né de la volonté incompréhensible
de faire partir Bachar al-Assad. On a largué des armes dans le désert pour armer une opposition censée être une opposition armée modérée. On a détruit la Libye. On a détruit l'Irak. C'est tout ça. Il y a 15, 20 ans en Vous voulez arrière. peut-être dire que la France est en train de récolter ce qu'elle a sémé. Oui, il faut qu'on questionne la politique internationale, pas seulement de la France, des États-Unis. Est-ce qu'on avait besoin de lever ces armées-là pour faire partie de Bachar al-Assad? Non. Est-ce qu'on ne pouvait pas discuter, encourager des processus? Est-ce qu'on pourra, avec les armes, est-ce que ce qu'on a fait en Libye, c'était nécessaire? Non. On peut même parler du cas de la Côte d'Ivoire. Donc il y a cette politique internationale qui aujourd'hui, regardez le débat qu'il y a eu. Le président Poutine a proposé aux Nations Unies il y a quelques semaines de se mettre ensemble pour combattre Daesh. Tout le monde, les Occidentaux tout de suite ont dit non, la France en premier. Mais aujourd'hui, il a fallu que la France soit frappée sur son sol avec un bilan aussi lourd pour qu'on fasse machine arrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut, je suis d'accord avec mon ami Dan qui dit qu'il faut que l'intelligence humaine, il faut qu'on revoie tout ça. Alors, pour en revenir aux réactions des pays africains, j'avoue que c'est parfois scandaleux. Et les Africains ne font pas suffisamment preuve de solidarité. Quand il s'agit d'eux-mêmes, mais bon, je comprends, la France est un pays ami. On a vu en janvier Yahi Boni pleurer justement lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Bon, la France est un grand pays, on peut dire une puissance, c'est un pays ami, mais les Africains gagneraient à être plus solidaires, à trouver, à se serrer les coudes pour assister le Nigeria, qui est quand même au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique, la première puissance économique. Mais le Nigeria fait face à Boko Haram depuis plusieurs années. En tout cas, depuis 6 ans, Jean-Marie Oussou, au Nigeria, il y a eu pratiquement près de 17 000 morts orchestrés par Boko Haram et près de 2 600 000 personnes déplacées. On s'offusque encore, on s'étonne, devrais-je dire, de la réaction timide des autres États africains face à des chiffres comme ça. Oui, mais ça, c'est le manque de solidarité, je pourrais dire, éternel entre pays africains. Aujourd'hui, le Nigeria est la première puissance africaine. Est-ce que vous pensez que ça plaît à tout le monde? Non. On pense que le Nigeria a assez de moyens et que le Nigeria aurait pu monter une armée à la dimension de sa puissance économique pour combattre Boko Haram. Mais ce qu'on ne dit pas dans le fond, c'est que les territoires où Boko Haram règne en maître, qui sont aujourd'hui ces sanctuaires, sont des territoires qui comptent 3 milliards de barils de pétrole. Ces 3 milliards de barils de pétrole sont aujourd'hui sanctuarisés. Pour le compte de qui? On ne le sait pas. On trouve dans les rangs de Boko Haram des armes que l'armée régulière nigériane elle-même n'a pas. Qui a livré ces armes-là? C'est arrivé là-bas comment? Surtout que Boko Haram ne donne pas sur la mer pour dire qu'on les a largués par la mer. Donc c'est le sempiternel problème. Regardez même toute la difficulté qu'on a à lever l'armée africaine qui doit aller lutter contre Boko Haram. 8 000 hommes. On n'a pas encore pu boucler cette armée jusqu'à ce jour et ça fait 2 ans que l'initiative a été lancée. Donc c'est le sempiternel problème de solidarité entre Africains. Effectivement, tout le monde rue vers la France parce qu'on espère en retour que au niveau de l'aide publique au développement, la compassion va entrer là-dedans, qu'on va augmenter. Mais quand on se rue vers le Nigeria, qu'est-ce qu'on retire en retour? Rien du tout. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de la puissance de Boko Haram, mais est-ce qu'il ne faut pas voir aussi, justement, cette France-Afrique qui règne toujours sur les pays africains et que soutenir la France est beaucoup plus importante et beaucoup plus intelligente pour se maintenir au pouvoir? Monsieur JP. Je voudrais commencer ma réponse par une question. Qui vous avait dit que la France-Afrique était morte? Bon. Mais elle a toujours existé. Les anticolonialistes font de leur mieux pour dénoncer la France-Afrique, pour dire que bon, cette France-Afrique, elle est mauvaise pour nous. Mais n'importe quel opposant africain qui est anticolonialiste, dès qu'il prend le pouvoir en Afrique, il devient un adepte de la France-Afrique. Cela dit, pour revenir à votre question, la France est une puissance mondiale. Elle génère des intérêts mondiaux. Elle génère des bénéfices pour quiconque sa coquine à elle. La France a également des intérêts un peu partout dans le monde. Le problème qui touche la France est donc un problème mondial. C'est dans ce créneau que vous voyez des Africains pleurer. C'est comme ça que moi je résume la chose. C'est pas faux. On peut en rire. La réaction du gouvernement ivoirien, la réaction des députés ivoiriens qui ont marché, elle était prévisible.
on ne les a jamais vus évidemment se prononcer sur les attaques de Boko Haram, que ce soit au Nigeria, au Tchad, au Niger, au Cameroun. Oui, mais moi je pense que c'est honteux. Se déplacer pour soutenir le peuple français, ce n'est pas ça qui est honteux. Mais c'est le fait que lorsque quelque chose se passe en Afrique, quand quelque chose de dramatique se passe en Afrique, les Africains ne bougent pas. On a l'impression qu'il y a un complexe du blanc. Et tout à l'heure, mon confrère Edi Peye disait que chaque fois qu'un président africain vient au pouvoir, il faut qu'il s'aligne. Il a un peu raison, parce que quand tu ne t'alignes pas, on te détruit. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, l'ensemble des il faut soutenir la France. Il faut soutenir la France pour ne pas être attaqué soi-même. Mais le vrai terrorisme, il y a plusieurs sortes de terrorisme. Il y a un terrorisme d'État que les pays occidentaux exercent en Afrique et dans le tiers-monde. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. On a vu ici les militaires français canarder des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens devant l'hôtel d'Ivoire. On n'a pas vu de pays africains marcher. On a vu comment le président Nicolas Sarkozy a fait tuer Kadhafi. On n'a pas vu les pays africains manifester. Mais chaque fois qu'il y a des gens qui sont tués en Europe, il y a des Africains pour marcher. Je ne dis pas que ceux qui meurent en France ne sont pas des humains, mais ne sont pas des seuls humains. Nous allons passer maintenant à une autre affaire, celle du présumé appel Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et l'ex-ministre burkinabé des Affaires étrangères, M. Djibril Bassolé. Il faut le savoir, depuis le jeudi 12 novembre 2015, une affaire d'échange téléphonique qui n'arrête pas de faire le buzz sur la toile. Les voix de cet élément sonore attribué au chef du Parlement ivoirien, M. Guillaume Soro, et à l'ex-ministre burkinabé des Affaires étrangères, M. Djibril Bassolé. Alors, en Côte d'Ivoire, les médias ont fait un large écho suivant les lignes éditoriales respectives. Certaines estiment d'ailleurs que cette bande sonore est authentique, quand d'autres lui enlèvent toute authenticité. Alors, quelle a été votre réaction toutefois quand vous avez écouté pour la première fois cet enregistrement audio? Bon, la première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai été très mitigé. Mitigé parce que quand on écoute, c'est effectivement les voix des deux personnalités. Mais là où j'ai été perplexe, c'est la longueur de la communication. 16 minutes. Comment deux personnalités de premier plan, l'un ayant dirigé une rébellion et l'autre ayant été pratiquement le numéro 2 du FASO, par 16 minutes au téléphone à déblatérer des sujets aussi importants, ça, j'ai été un peu perplexe. Mais ayant été déjà informé qu'il y avait vraiment des écoutes qui étaient en cours, qui allaient être divulguées, on a pris cela vraiment avec beaucoup de réserve. Après, bon, on a vu la communication se mettre en place, la communication du président Guillaume Soro, pour tenter de démonter les arguments qui étaient là. Mais j'avoue que jusqu'à ce jour, personnellement, je continue d'être perplexe. Perplexe, vous l'êtes aussi, Guillaume Bateau, face à cet enregistrement audio? Non, perplexe, bon, c'est pas... Moi, je ne suis pas perplexe. Comme l'a dit JMK, tous ceux qui ont écouté cet enregistrement reconnaissent bien la voix du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Moins celle de M. Bassolé, parce qu'on n'est pas un habitué, on n'est pas des habitués de M. Bassolé. Mais on voit bien que cette voix, en tout cas, tout porte à croire que c'est la voix du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, justement, ce qui tente de crédibiliser, ce qui tend à crédibiliser cette version des faits, c'est la communication du principal accusé. Au début, les tout premiers jours, d'abord il a fait un tweet pour dire « Je savais que ça allait être difficile, mais je ne pensais pas qu'on irait aussi loin ». Son responsable de la communication a dit « C'est du faux, on sait d'où ça vient de rendre nos adversaires internes, c'est dans la guerre de situation que ça vient ». Après, on dit non, ce sont les proches du FPI qui ont fait. Et puis, bon, dernièrement, je crois hier ou avant-hier, le président de l'Assemblée lui a dit que, M. Soro lui a dit que ça a été fait quelque part aux États-Unis. Donc, on voit bien que la communication, la réaction de M. Soro évolue de façon pas tout à fait linéaire. Donc, tout laisse à quoi. Alors, maintenant, s'il dit que ce n'est pas lui, et Dieu merci, il a dit qu'il sait d'où ça vient, ça a été fait aux États-Unis, la seule chose qu'on attend de lui, qui serait cohérente, c'est que dès maintenant, il porte plainte contre ceux qu'il accuse d'avoir fait du faux. Après, sûrement, un procès va s'ouvrir certainement aux États-Unis
que personne, la justice américaine ne peut être soupçonnée de parti pris, ça permettrait que les experts américains authentifient cette écoute-là et qu'on sorte des débats. Sinon, les arguments qui sont avancés par le camp Soro aujourd'hui ne sont pas convaincants. Alors, selon certaines sources, M. Dan Opeli, évidemment, cet enregistrement aurait été fait aux environs du 27 septembre 2015, date à laquelle, évidemment, on a pratiquement arrêté M. Soro, perquisitionné le domicile de M. Soro Guillaume au Burkina Faso et arrêté le M. Djibril Bassolé. Et justement, cette arrestation et cette perquisition tentent à donner l'impression que cet enregistrement serait authentique. Oui, tout concourt à cela. Seulement, moi j'ai écouté la bande. Effectivement, la voix semble être celle de Guillaume Soro. La voix semble être celle de Guillaume Soro. Maintenant, l'auteur, il nie les faits. Bon, dans tous les cas, tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir et l'opinion publique africaine et l'opinion internationale découvriront finalement de quoi il est question exactement. Mais c'est suffisamment grave pour que ça reste au stade de rumeur. Pourquoi, alors M. Edipé, pourquoi l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les députés ivoiriens dans leur large majorité, n'ont pas émis le vœu de pousser une enquête pour rendre authentique, ou du moins pour l'authentification de cette bande sonore? Les députés ivoiriens pourront peut-être valablement répondre à cette question. Moi, je retiens une chose. C'est M. Guillaume Soro qui a appelé. Ce n'est pas le Parlement ivoirien qui est entré en contact. Mais il est quand même le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Ce qui, évidemment, s'il est incriminé... La bande qu'on a écoutée ne fait pas état de ce qu'il a porté le manteau de président de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est lui, Soro Guillaume. Donc le gouvernement ivoirien, ou du moins, ne serait-ce que l'Assemblée nationale, pourrait demander... C'est de la supposition politique. C'est de la supposition politique. Je voudrais revenir tout à l'heure pour voir la réaction, pour parler de ma réaction. En tout cas, pour moi, ça m'amuse parce que ça relève du cocasse. De part et d'autre, j'ai l'impression que personne ne veut confondre l'autre. Quand je vais dans le camp burkinabé, je me pose la question, à partir de quand on a mis Djibril Bassolé sur écoute? À partir de quand une personnalité qui a une résidence à Ouaga, comme Soro Guillaume, a été mise sur écoute? Par qui? Et qui est quand même la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. De l'État de Côte d'Ivoire. Qui l'a mis sur écoute? Par ailleurs, toujours au niveau du Burkina Faso, jusqu'à hier, on apprenait encore que la gendarmerie était en train d'authentifier cet appel. Est-ce que ce n'était pas authentifié avant qu'on ne soulève l'affaire? À partir de quelle base Djibril Bassolé a été interpellé si la bande n'a pas été authentifiée? Quand je reviens du côté ivoirien, la réaction en vague autour de M. Soro Guillaume, et même la propre réaction à partir de son site, de son site personnel ou de son compte Twitter, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à coordonner ces réactions pour la simple raison que quelque part, il y a une panique qui coince. Si on sait d'où c'est venu, alors qu'on vous a nommément accusé, mais diantre, il faut dire d'où c'est parti, que cela réponde de leurs actes devant les justices. Et pour l'instant, on reste perplexe. Et quelles sont les conséquences justement de cet appel téléphonique? Les internautes ont réagi et puis voici cette bande dessinée pour un peu s'amuser de cet appel téléphonique entre Soro et M. Djibril Bassolé. Qui m'appelle matin bonheur comme ça là? Ah. Oui, allô? Oui, allô? Ah, c'est toi, Soro Guillaume. Ah, j'espère que tu n'es pas avec le Bassolé du Burkina Faso là. Hein. Ok. Maintenant, je te comprends, mais je t'entends pas trop. Tu peux te déplacer un peu, s'il te plaît? Allez. Bon. Maintenant, je t'entends, mais là, je te comprends plus, hein. Oui. Bon, la vérité est que je te comprends bien. Je t'entends bien, mais je t'écoute plus. Le problème à faire des téléphones, il faut laisser les 2 jours là, ok? Viens directement, on se voit au palais, ok? À tout à l'heure, ciao. J'avais oublié, hein? Attends, j'ai sécurisé mon portable contre Soro. Après on va dire c'est toi qui as dit, c'était toi, c'était pas toi. Allez, sécuriser est mieux. Top.
Allez, les Ivoiriens sont formidables. Ils sont quand formidables, même. les Ivoiriens. Ils ont réussi à parodier et puis à s'abuser de tout ça, mais les conséquences peuvent être graves ou pas graves. On attend évidemment que la lumière soit faite ou l'authentification de cette bande sonore soit faite pour qu'on en finisse avec le débat. On a le temps, nous, de marquer une pause et on revient juste après pour la suite de ce Press Club dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Vox Africa et Combinations vous présentent l'offre vedette. Bonjour, c'est Gangdo du cabinet de recrutement Combinations et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme, l'offre vedette. Tous les jours, vous découvrirez les meilleures opportunités d'emploi en Afrique. Combinations et Vox Africa ont associé leur expertise du recrutement et des médias pour vous proposer le Vox Africa Job Board. C'est le site internet où vous pourrez découvrir toutes nos offres d'emploi. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter nos offres les plus attractives, nos offres vedettes. Retour dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk consacré aux questions d'actualité avec notre presse club, monsieur Guillaume Bateau, journaliste à notre voix, monsieur Eddy P, qui est le secrétaire, non, le directeur de publication du quotidien Le Nouveau Réveil, sans oublier monsieur Dan Opeli, vous êtes le directeur de publication du quotidien d'Abidjan, et monsieur Jean-Marie Kwasi Aoussou, qui est le secrétaire général de rédaction du quotidien L'Inter. Nous allons parler maintenant d'un autre président d'Assemblée nationale, celui... En tout cas, il ne fait pas bon vivre d'être président de l'Assemblée nationale sous les tropiques. L'ex-président de l'Assemblée nationale du Niger est sous les verrous, exilé depuis des mois en France. Ama Amadou avait quitté clandestinement son pays à la suite d'une accusation liée à l'affaire de trafic de bébés nigérians. C'est le samedi 14 novembre dernier qu'il fut arrêté à sa descente d'avion à l'aéroport de Niamey alors qu'il rentrait d'exil. Monsieur Ama Amadou est candidat déclaré à la présidentielle nigériane et demeure le principal opposant du président Issoufou, candidat sortant au scrutin de février prochain, en 2016. Et comme on s'est demandé ici, on l'avait reçu à Abidjan notamment, monsieur Ama Amadou, et on lui a posé la question, pourquoi rentrait-il? Allons-y. Alors on s'étonne que vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt émis, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, par le gouvernement de votre pays, et vous tenez coûte que coûte à retourner au Niger. Monsieur le ministre de l'Intérieur a promis dès ma descente d'avion de m'arrêter. Mais il peut m'arrêter. Si on m'arrête, bon, je pense que la justice sera là pour régler les problèmes conformément au droit. Si vous soupçonnez des irrégularités sur les prochaines séances électorales au Niger, pourquoi alors vous présenter? Mais justement, nous ne ferons pas le plaisir à M. Issoufou de boycotter les élections pour qu'il lui ouvrir une voie royale. Il devra se battre pour démontrer qu'il est capable d'affronter des adversaires sérieux. Et s'il nous affronte, il ne gagnera pas les élections. Alors, messieurs, évidemment, Ama Amadou a-t-il réellement cru à la justice impartiale de son pays? Il fallait en avoir le cœur net. Monsieur Eddy P, oui. Sur la réaction de Ama Amadou, sous mandat d'arrêt et qui décide de rentrer. S'il dit qu'il fait confiance à la justice de son pays, on ne peut pas lui nier ce droit. Mais ce que je voulais remarquer est que M. Ama Amadou avait calculé quand même, il avait quand même fait un petit calcul, qu'en descendant de l'avion, si on l'arrêtait, créer un tollé médiatique qu'il allait exploiter pour son positionnement dans la perspective de la présidentielle du 21 février. Mais il a été contrarié par les attaques de Paris. Ça, il faut le reconnaître. Les attaques de Paris ont tout de suite noyé l'événement qu'il avait voulu créer et créer une scène de solidarité autour de lui. Ça n'a pas été le cas. Son arrestation est passée sous silence. Si c'était un défi qu'il avait lancé au pouvoir de Niamey, eh bien, il a perdu. Et donc, il doit l'assumer. Sinon, quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt, il devait quand même prendre quelques précautions
avant de revenir au pays, même s'il est aussi brave que cela. Monsieur Dan Opeli, votre avis sur cette question? On le sait, il a été investi par son parti en septembre 2015. Les élections auront lieu en février 2016. En fait, je pense qu'il a fait preuve de courage. Parce qu'il savait pertinemment qu'il allait être arrêté. Je pense que l'Afrique a parfois besoin de ce genre de politiciens. Sinon, de ce genre d'hommes politiques. Alors, quand vous dites qu'il a fait preuve de courage, on s'étonne quand même qu'il ait clandestinement quitté le pays. Oui. Il aurait pu rester, se faire arrêter, se faire entendre, et puis on serait passé à autre chose. Mais il s'est dit qu'il ne peut pas passer tout son temps en exil. Il va falloir mettre fin à cet exil et puis affronter la réalité. Parce que les opinions publiques africaines jugent aussi les hommes politiques par leur courage. Malheureusement, ce n'est pas généralement ce qui fait gagner. Mais il va falloir quand même parfois faire preuve de courage comme il l'a fait. Il a été téméraire. Il a été arrêté, mais c'est à son avantage. Demain, il pourra récolter les fruits. Donc, en tout cas, c'est pour un acte de témérité, c'est vraiment un acte de témérité. Guillaume Bateau, la question qui dérange évidemment dans ce retour, et notamment dans ce trafic de bébés nigérians, c'est surtout la question de l'ADN à laquelle M. Hama Amadou ne semble pas vouloir se prêter, ou selon certaines sources. J'ai même écouté un de ses partisans ce matin sur une radio étrangère qui disait qu'il est musulman et que parce qu'il est musulman, il ne sait même pas s'il est le fils de son père. Je pense que c'est une question de droit. C'est vrai, moi je ne connais pas le droit positif nigérien, mais la question que les autorités nigériennes posent à M. Hama Amadou est une question de bon sens. Il y a des techniques modernes pour départager les gens. Au lieu de spéculer, s'il avait accepté, je crois que maintenant qu'il est la main de la justice nigérienne, on devrait pouvoir le forcer à obtenir des tests ADN pour trancher cette affaire. Et pour revenir à son acte, le fait de fuir la justice de son pays et revenir quelques mois après pour essayer de mettre la pression sur... Je trouve ça... Bon, Dan dit que c'est un acte de courage, je trouve que ce n'est pas très responsable. Ce n'est pas très responsable. Si vous faites confiance à la justice de votre pays et que vous ne vous reprochez rien, mais la procédure normale aurait voulu que M. Hama Amadou se décharge de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale, fait face à la justice de son pays, et depuis peut-être un an, on aurait terminé, on aurait fini cette affaire, et les élections se seraient passées dans les conditions calmes. Mais on voit bien que M. Hama Amadou a voulu jouer sur la tension, revenir à quelques mois des élections, le contexte électoral étant explosif, et espérer, parce que n'oubliez pas que quand même le Niger est un pays habitué à des coups d'État, et créer, déstabiliser le système. Ce n'est pas, de mon point de vue, très responsable. Jean-Marie Oussou, pour terminer sur la question du Niger. Non, moi je pense que... Je me pose la question, a-t-il été naïf? A-t-il été téméraire? Sur quoi comptait-il? Quand le ministre des Affaires étrangères de l'Intérieur vous dit, dès que vous descendez de l'avion, je vous arrête. Le ministre de l'Intérieur, Assoumi Massaoudou. Voilà, et vous dit, dès que vous descendez de l'avion, je vous mets sous les verrous, et vous descendez de l'avion quand même. Je pense que Di avait raison. Il avait un timing qui a dû être contrarié par les attentats de Paris. Ceci étant... Parce qu'il atterrit quand même le samedi 14 novembre et la veille, les attentats de Paris, le 13 novembre. Et il est parti de Paris. Donc ça veut dire qu'il avait reçu un certain nombre de cautions, un certain nombre de soutiens. De garanties. On lui dit, de garanties, tu vas, dès que ça chauffe, on passe à l'offensive. Malheureusement, Daesh passe à l'offensive le vendredi soir et ça contrarie tout le projet politique qu'il a fait. Mais ce que je veux dire, il ne faudrait pas qu'on reste dans le contexte judiciaire. M. Hama Amadou sait très bien que tout ce qui est en train d'être fait n'a qu'un seul objectif, l'écarter de la course à la présidence. Parce que c'est le rival le plus sérieux de M. Mahamadou Issoufou. Et aujourd'hui, Mahamadou Issoufou a vraiment réussi son coup. Parce que je suis convaincu que même si le calme revient à Paris, cette affaire ne rebondira pas avant les élections présidentielles. Que Paris, où il y a quand même 3 mois d'état d'urgence, vous avez peut-être vu. Et les 3 mois d'état d'urgence nous emmènent à fin février 2016. Voilà. Et l'affaire risque d'être complètement bouclée pour M. Hama Amadou. Vous vouliez terminer, M. Dan Opeli? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de courage. Parce qu'on sait qu'en Afrique, les chefs d'État n'aiment pas avoir d'adversaires sérieux. On connaît ça partout. Et puis, j'ai remarqué aussi que... Est-ce qu'il avait un autre choix? Pardon?
Il devait rentrer pour se faire élire. Oui, il a fallu qu'il devait rentrer. Vous vouliez nous dire quelque chose, justement. Oui, je voulais faire remarquer quelque chose. Il y a une petite similitude avec la Côte d'Ivoire. Ama Amadou, il rentre, il est pris à Niamey et on le transfère à Filingué. Ça ressemble un peu à la Côte d'Ivoire où on éloigne les opposants sérieux de la scène du pouvoir central à Abidjan. Et quand vous faites des corrélations, Amadou ressemblerait à qui sur l'échiquier politique ivoirien? Qui est accusé de trafic de bébés ici. Bon, je ne peux pas le comparer à Laurent Gbagbo, mais actuellement, il y a des hommes politiques qui sont en prison en Côte d'Ivoire qu'on a éloignés. Il y a Lida Kwasi Moïse, il y a Assoa Adou, il y a Hubert Oulay, il y a Daniel Dédé. Tous ces hommes politiques-là qu'on craint et qu'on a éloignés. Ils ont été dans un éventuel trafic de bébés, ces gens-là? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas la cause. Oui. C'est pas la cause. C'est le transfèrement. C'est le transfèrement, vous parlez. Du lieu d'arrestation à un autre lieu. Non, ça limite la justice ivoirienne comme la justice nigériane est libre de transférer. Non, mais je pense que le président a fait des émules. Le président, il faut pas boucler son affaire. Il a bouclé son affaire. Oui. Il a fait des émules. Oui, moi, je pense on va terminer sur cette question. Moi, je veux bien connaître la sympathie pour un homme politique ou pas. Est-ce que M. Ama Amadou pouvait, oui ou non, répondre de ses actes ou fuir ses responsabilités? C'est ça qui est le problème. Qu'après, on l'arrête, qu'on le transfère dans un autre lieu du territoire national nigérien. Bon, comme tu l'as dit, à la limite, les autorités judiciaires apprécient. Mais je dis, à partir du moment où il a été accusé, il n'était même pas d'ailleurs seul. Il était avec sa seconde épouse, qui elle avait été arrêtée. Aujourd'hui même, elle est en liberté provisoire. Si M. Ama Amadou avait fait preuve de responsabilité en répondant devant les premiers jours. Dès les premiers jours, peut-être aujourd'hui même qu'il serait en liberté provisoire et que l'affaire aurait évolué. Mais on voit bien qu'il a voulu utiliser une stratégie de tension pour pouvoir profiter du contexte électoral et à la limite créer des tensions. Une stratégie qui a profité à son prédécesseur. Son calendrier secret a été contrarié. Pas la Daesh. Ils avaient déjà ils avaient quand même déjà Boko Haram. Si en 2021, il devenait président, il a toutes les raisons de combattre le terrorisme. Merci. Alors, messieurs, on va passer maintenant à un sujet d'intérêt national, un sujet ivoirien, notamment quelle opposition face à Ouattara, pour les législatives de 2016, après la présidentielle, maintenant cap sur les législatives, face à un Alassane Ouattara et un RHDP au relais de la dynamique de la victoire enregistrée au scrutin du 25 octobre 2015. L'opposition peut-elle créer le contre-pouvoir à l'Assemblée nationale? Messieurs, 83% pour le RHDP et 9% pour le deuxième qui était Afin Guessan. Alors, les législatives n'ont rien à voir avec la présidentielle. Commentaire, monsieur Jean-Marie Aoussou, justement, la bataille de l'Assemblée nationale aura-t-elle lieu en Côte d'Ivoire? Ça va être difficile, hein? Je pense que l'opposition va être représentée parce que, quoi qu'on dise, le FPI a quand même ses bastions qui sont intacts. Mais la division FPI, est-ce que cela va profiter véritablement à la machine électorale du FPI? Il faut se poser la question. Mais je pense que le HDP est dans une dynamique qui est telle que je vois cette coalition au pouvoir là en train de contrôler effectivement encore pour cette législature l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Bateau, quand on voit évidemment le FPI divisé, tendance Sangaré, tendance à Afin Guessan, la CNC qui est en perte de vitesse, Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Y aura-t-il réellement une opposition à l'Assemblée nationale pour la législature 2016-2020? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Et c'est vrai que quand on a regardé la présidentielle, le score quasi soviétique de M. Ouattara, on est tenté de dire qu'il n'y a rien en face. Mais il faut espérer effectivement que le FPI refasse son unité. Je pense qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent au niveau des cadres, de toutes les tendances pour dire qu'il faut refaire l'unité du principal parti d'opposition.
Si le FPI refait son unité d'ici là, je pense que ça va se faire certainement en décembre 2016, c'est-à-dire encore un an, si le FPI refait son unité d'ici là, il est possible qu'il puisse jouer un rôle au niveau du Parlement. Dans le cas contraire, je pense que ça va être difficile. Il ne faut pas se voiler la face, ça va être difficile, même si, bon, le FPI peut espérer faire un groupe parlementaire plus ou moins représentatif. On ne voit pas comment diviser. Il pourrait ravir le Parlement à la coalition. Encore que, comme je dis, on a encore un an. Et est-ce que cette coalition va maintenir son unité jusqu'à cette échéance? Rien n'est moins sûr. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des candidats indépendants qui, justement, parfois, jouent la tour faite. Donc, je pense que les jeux... Tout est encore possible. Tout est encore possible. Les jeux sont ouverts. C'est vrai, le RHDP fait preuve d'éventail aujourd'hui. D'épouvantail, voilà. Il ferait tout le monde, mais je pense qu'il y a encore des marges. Il faut espérer seulement que le FPI refasse son unité. Alors, Dan Opeli, alors vous êtes du quotidien, je rappelle, le quotidien d'Abidjan, proche évidemment du FPI Tendance Sangaré, pour être précis. Quand monsieur Akoun Laurent a été clair il y a quelques jours, qui disait ils n'accompagneront pas Ouattara dans cette forfaiture, ils ne se présenteront pas, selon ses mots, aux législatives de 2016. Commentaire. Je pense qu'il a raison. Et puis, j'aimerais dire, quelle opposition face au RHDP aux législatives? Je pense qu'il n'y a même pas d'opposition en Côte d'Ivoire actuellement. M. Ouattara ne veut pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Enfin, il ne veut pas... Il ne veut pas d'opposition. Si les opposants ne veulent pas se présenter aux élections, personne... C'est que j'ai dit, oui. M. Ouattara a peur d'une opposition. Peur comment? Il a peur d'une opposition parce qu'il sait que quand les jeux sont ouverts entre une opposition forte et lui, il ne peut pas faire le poids. Ce que nous avons vu le 25 septembre, ce sont les électeurs de Ouattara qui l'ont élu. 25 octobre. Voilà, le 25 octobre, ce sont les électeurs de Ouattara qui sont sortis. La présidentielle ivoirienne. Par exemple, à Divo, en 2010, Ouattara a eu 43% de voix. Cette année, le taux de participation à Divo, c'est 43%. C'est les mêmes électeurs de Ouattara qui sont sortis. Les autres ont voté. Oui, mais bon, ça encore, on ne va pas revenir sur la guerre des chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait avoir une opposition? L'opposition peut-elle jouer un rôle déterminant dans la législative qui auront lieu très bientôt? Mais comment on peut jouer un rôle quand on n'existe pas? Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il va vider le FPI de sa substance. Il l'a dit, et j'espère vraiment avec Guillaume, que le FPI va refaire son unité. Mais je pense que Ouattara fera tout pour ne pas que cela arrive. Que l'unité du FPI arrive. Allez, monsieur Edipé, sur la question de cette opposition face à Ouattara et surtout face au RHDP lors des législatives. Oui, ben, vous savez, nous sommes journalistes et avec l'œil de l'observateur, on s'est dit que ça serait un peu difficile pour les FPI quand même de faire le contrepoids que tout bon démocrate attend d'une opposition. D'abord, est-ce que cette opposition existe? Oui, elle existe, puisque Ouattara a eu des candidats en face de lui. Est-ce que cette opposition a envie de jouer son rôle? Là est la question. Tout à l'heure, dans nos pays, dit M. Ouattara ne veut pas d'une opposition. Je ne vois pas un président en exercice qui demande à une opposition, viens prendre ma place. Ouattara est dans son rôle d'affaiblir l'opposition. Et avant lui, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Le numéro 1 du PDCI intérimaire avait été repêché par le président de la République, M. Gbagbo, dans son temps. À ce moment-là, il était patriote. Mais au nom du patriotisme, Ouattara va encore puiser dans les rangs du FPI. Au FPI de faire attention et de se souder autour de son idéologie. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ils ont encore un an pour refaire leur unité et aller aux législatives. S'ils n'y vont pas, ils devront assumer
la politique de la chaise vide qu'il pratique depuis la présidentielle. Edipé, les questions de dégel des comptes, de libération des prisonniers politiques, et retour des exilés restent encore en substance et viennent encore, s'invitent dans le débat des législatives, selon Pascal Effinguessan. Ces questions, comme vous le dites, hein, restent encore en substance, mais elles ne restent pas entières. On a commencé à y remédier. Et il y a des réponses favorables qui ont été données. Beaucoup de comptes ont été dégelés. Mais les exilés politiques, quand même, on ne va pas aller plier quelqu'un, l'attacher et le ramener. C'est une question de volonté. Les conditions sont réunies. Quand même, ceux qui sont ici, même ceux qui s'opposent à AFI au sein du FPI, ils ne sont pas tous en prison. Ils ne sont pas tous en prison. Ça veut dire que tout le monde peut rentrer. Laurent Akoun n'est pas en prison, Odette Lorugnon n'est pas en prison. Il en est sorti il n'y a pas longtemps. Il en est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, mais Odette Lorugnon n'est pas en prison. Hein? N'est pas en prison. Beaucoup, ils ne sont pas en prison. Sangaré Abdourahmane n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Donc, ceux qui sont en exil peuvent rentrer. C'est une question de volonté. S'ils ont la volonté de rentrer, ils peuvent rentrer. S'ils ont des choses à se reprocher. Et puis, bon, il faut remarquer, hein, la plupart de nos amis qui sont en exil, je me demande bien si c'est la menace encore du pouvoir qui les maintient là-bas. Mais chacun, quand même, dans son quartier, au cours de la crise, a eu des choses qu'il se reproche aujourd'hui. Oui, vous... je pense Monsieur Danopelli. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus honnête lorsqu'on parle des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous sommes tous ici réunis. Nous n'avons pas les mêmes visages. On est différents. Heureusement d'ailleurs. C'est de la même façon que les cœurs sont. Mais qu'est-ce qui fait qu'on remarque ce qui se passe dans le cœur? Ce sont les actes. Quels sont les actes que Ouattara pose pour qu'on sache qu'il a envie de libérer les prisonniers, qu'il a envie d'aller à des élections avec une opposition crédible? Il y a des gens qui sont en prison. Les cadres supérieurs, les cadres du FPI sont en prison. Eux, ils peuvent être candidats dans leur région. Mais pourquoi? Il faut les libérer si on veut vraiment qu'il y ait une opposition forte. Si M. Ouattara veut une opposition forte, si vraiment il est démocrate, moi je lui dis qu'il libère les prisonniers politiques. Il faut que M. Ouattara pose des actes forts, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il permette le retour des exilés. Et que quand les exilés rentrent, qu'ils ne mettent pas en prison ceux qui lui sont hostiles et qu'ils ne mettent pas en liberté ceux qui lui sont favorables, ceux qui tiennent des discours qui lui plaisent. Cabran Apia disait évidemment il y a quelques jours que les exilés politiques font de leur exil un fonds de commerce. Bon, c'est le point de vue du ministre, de l'ancien ministre Cabran Apia. Moi, je pense que si on parle de l'opposition face à Ouattara, c'est vrai. Mon ami Dan dit effectivement il faut que les prisonniers politiques soient libérés, il faut que les exilés rentrent. On a évoqué l'idée d'une amnistie générale. Vous disiez évidemment que tout est possible. Mais je veux dire aussi, et il faut le dire à nos amis, à ceux de l'opposition qui ne veulent pas bouger. Eddy a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Il ne faut pas attendre que M. Ouattara déroule le tapis rouge à son opposition. Il est dans son rôle de président. Il est dans le position de chef d'État qui est au pouvoir, qui crée des problèmes à l'opposition. C'est à l'opposition de comprendre où est son intérêt. Est-ce que son intérêt c'est dans les divisions, les guerres stériles ou dans l'unité pour pouvoir peser de voir M. Ouattara? Si aujourd'hui, il est clair que si le FPI, on l'a déjà dit, fait son unité, peut avoir un poids important au Parlement, c'est à l'ensemble des responsables du pays de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, boycotter encore les législatives, mais ça ouvre un boulevard. Tout à l'heure, je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec M. Amar Amadou, mais on a dit au moins une chose qui est importante. Si vous ouvrez un boulevard à votre adversaire, est-ce que vous souhaitez qu'il aille vous chercher pour se créer des problèmes à lui-même? Non. Il faut que chacun des responsables, j'aime pas bien le mot, mais des deux camps, quand vous parlez des deux camps, vous parlez du camp Sangaré, tire les leçons de notre non-participation, en tout cas du boycott qui a été lancé pour la présidentielle, et se disent que rester dans les palabres ne va rien arranger. C'est vrai, il faut toujours insister pour qu'on puisse libérer les prisonniers politiques, qu'on réunisse les conditions d'élections transparentes, qu'on règle les différentes failles de la CEI. Le découpage électoral, le président Afi en a parlé, il y a des sujets, mais il faut en parler avec le gouvernement.
Il faut en parler avec le gouvernement pour qu'il soit mis sur la table et soit réglé. On a encore 1 an pour régler ces problèmes, pour qu'on puisse avoir un vrai débat démocratique. Parce que qui est heureux du Parlement actuel? Il n'y a pas de débat. En tout cas, évidemment, les défis qui attendent les partis politiques, et notamment les deux grands partis, le RHDP et le FPI, c'est l'unité, hein, notamment au RHDP, la réunification, enfin, l'unification en un grand parti. Est-ce qu'ils y arriveront? Les quelques mots lancés cette semaine par M. Henri Konan-Bédier semblent semer un tout petit peu le trouble, mais il faudra attendre 2016. Il y a quelques tractations qui se font aussi au sein du FPI entre l'aile Sangaré et l'aile Afin-Guessan. Qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine, nous le dira. Messieurs, merci. Peut-être un dernier mot, Monsieur Aoussou. Oui, je souhaite qu'on sorte un peu des scories de la crise post-électorale de 2011. Parce que fort malheureusement, 5 ans après cette crise, on est encore dans la spirale des prisonniers politiques, des dégels des comptes, des exilés qui ne sont pas rentrés. On sort de cette crise quand finalement? On a fini une présidentielle. Après cette crise post-électorale, il est important qu'on sorte des scories de cette crise-là pour aller maintenant vers des législatives où on va apurer complètement tout ce qui a pu, je peux dire, déliter un peu l'état de le climat social. EDP, rapidement. Oui, je dirais au FPI, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Ils en ont profité en 2000 quand le RDA a boycotté l'Assemblée nationale. Ils savent ce que ça a coûté au RDA. S'ils ont boycotté la présidentielle, ils n'ont pas intérêt à boycotter les législatives. Au RHDP, je leur dis, s'ils ont pu faire le RHDP et qu'ils ont eu une candidature unique, c'est qu'ils pourront se mettre ensemble pour faire un parti unifié. En tout cas, 2016, nous le dira. Dan Opeli, votre dernier mot. Je ne pense pas que le FPI va éviter la politique de la chaise vide. Le FPI va éviter la politique de la chaise piégée. Pour vous, évidemment. Monsieur Guillaume Bateau, pour terminer. Effectivement, je pense qu'on a intérêt à ce que la situation politique se normalise. Parce que malheureusement, en période de crise, ce sont les médiocres qui s'imposent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas encourager la continuation de la crise. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne à un système politique normalisé où les compétences, les valeurs vont s'exprimer. Parce qu'on sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas pu être là où ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la crise. Et ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que la crise finisse. C'est pour ça que de tous les côtés, il faut faire en sorte qu'on sorte de la crise effectivement pour qu'on ait un pays normal où les gens s'expriment, où les débats contradictoires de la démocratie s'expriment dans toutes les couches de la population pour qu'on ait un pays qui avance. Voilà, c'est la fin de notre Presse Club. Merci d'être resté en notre compagnie sur Vox Africa. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. À bientôt.